merci d'être venu à cette deuxième réunion thématique qui va porter sur le problème de la sécurité en général dans notre commune et de nos projets à ce sujet. Là, on a choisi de faire aussi une troisième réunion thématique qui aura lieu le lundi 17 mars dans cette même salle sur la question finalement de l'emploi essentiellement et de l'économie sociale. Ça nous permet d'approfondir entre nous les sujets avec tous les citoyens qui veulent s'y associer. Et puis ensuite nous nous retrouverons lors de notre grand meeting de campagne qui aura lieu à la salle polyvalente le jeudi 20 mars à 20h30 où là nous serons un petit peu plus disert sur toutes les formes et tous les aspects de notre programme. Donc aujourd'hui, selon notre bonne vieille méthode de notre équipe, ce n'est pas moi qui monopolise la parole, c'est tous ceux qui sont ici autour de cette table et qui vont vous présenter ce dossier. Je voulais juste vous introduire la discussion en disant pourquoi nous avons choisi ce thème. Nous n'avons pas choisi ce thème parce que la question de la sécurité serait une question spécifique à Grabel. Contrairement à ce qu'ont écrit certains, je ne sais plus quel tract était écrit, que Grabel était la ville la plus insécure de l'Hérault. J'ai pu rencontrer un capitaine de gendarmerie à qui j'ai dit cette phrase, ça fait beaucoup rire, et il a dit « mais je peux proposer à celui qui a écrit ce tract une petite circulation dans certains endroits de l'Hérault, il verra la différence avec Grabel. » D'accord ? Donc à Grabel, nous subissons des situations et nous sommes face à des problèmes de sécurité qui sont des problèmes communs à toutes les villes qui sont dans une ceinture urbaine. Et donc, il faut les traiter. Il faut les traiter d'une manière sérieuse, pragmatique et efficace, et au nom des principes républicains qui sont les nôtres. Et donc, dans ce cadre, nous avons naturellement des principes très clairs. Il faut savoir, par exemple, que le droit à la vie, le droit à la protection de sa vie, avait été défini par le grand philosophe du XVIIe siècle, Thomas Hobbes, comme un des fondements du droit naturel. Et il a commencé à formuler une formule qui a été utilisée au cours du XVIIe et XVIIIe siècle, c'est ce qu'on appelle le droit à la sûreté. Et dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ou moins tôt de 1789, les débats de l'Assemblée nationale sur le droit, sur le droit à la sûreté, ont été tout à fait passionnants, en disant qu'une des fonctions, au fond, de l'état de droit, puis après de la République, c'est de garantir ce droit à la sûreté qu'il définissait comme quelque chose qui permet à chacun d'avoir ce qu'on appelait à l'époque la vie bonne, c'est-à-dire une vie normale. Donc, pour avoir une vie normale, il y a naturellement toute une série de sécurités à garantir dans la société. Alors ce soir, on ne parlera pas trop de la principale de ces sécurités, c'est-à-dire la sécurité sociale. On en parlera le lundi 17 mars, d'accord, parce que c'est une pan. On parle de tous les autres aspects de la sécurité. Et donc, lorsqu'on est amené à être candidat à gérer une commune, eh bien, il faut aborder ces questions d'une manière sérieuse et systématique. Nous avons abordé sur le mandat qui se finit toute une série de questions, mais nous pensons qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc, voilà l'introduction. Maintenant, je passe la parole à M. Olivares qui va guider les débats. Bonsoir à tous. Nous avons voulu effectivement pas centraliser sur la sécurité, étant donné que la sécurité c'est quand même un mot générique, donc nous l'avons décliné en 3 thèmes principaux. Le premier thème c'était la sécurité environnementale. Le deuxième thème sera la sécurité des biens et des personnes. Et le troisième thème sera la sécurité routière. Donc le déroulement de la soirée va se dérouler comme suit. Moi je vais vous parler des risques majeurs sur la commune et des risques de feux de forêt. Ensuite, Jean-Louis Pagès va vous parler des inondations, des risques d'inondation. Bruno Flachet va vous parler des conventions mairie, PM, gendarmerie et de la vidéosurveillance et des voisins solidaires. Gilles Kelfeter, qui malheureusement est là-bas au fond, mais qui ne peut plus parler, qui a une angine
Donc je vais essayer de le remplacer, mais comme je n'ai pas étudié le truc, on va faire de notre mieux. Qui va vous parler donc des défibrillateurs et des formations. Moi je reprendrai un petit peu la parole très court pour vous parler de l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Zora Diroussi qui va nous parler de la tranquillité vacances et de la sécurité routière à l'école. Et enfin Bernard Vogue qui va nous parler lui de la sécurité routière. Donc Gravel peut être soumis à des risques majeurs qui sont les argiles gonflantes, les inondations. Voilà. Donc nous avons comme un risque majeur qui peuvent surgir sur Gravel, nous avons les problèmes d'incendie de forêt, les transports en matière dangereuse, les risques d'argile gonflante et les inondations. Bon, il y en a d'autres risques majeurs en France, mais sur Gravel, ce sont les principaux qui peuvent survenir sur le village. Voilà. Donc en forêt, la commune compte 1624 hectares et 23% sont des bois, sont boisés. Donc effectivement, nous avons un gros risque de feu de forêt. Et pour cela, la prévention est une forme qui prend corps depuis plus de 20 ans par la création, depuis le 30 août 1989, du comité communal des feux de forêt. Et aujourd'hui, nous avons 29 bénévoles qui œuvrent tous les week-ends, les jours fériés, à partir du 15 juin jusqu'au 15 septembre, voire 30 septembre. Et la principale mission de ces gens, c'est de faire la prévention d'incendies de feux de forêt en patrouillant donc avec un véhicule qui est équipé avec une réserve d'eau. Et notre souci majeur, c'est effectivement d'avertir très rapidement les pompiers si jamais il se passe quelque chose d'inquiétant, un départ de feu, une fumée suspecte, ou même ne serait-ce qu'un véhicule sur un sentier sur lequel il ne doit pas être. Donc là, on fait de la prévention. Donc il faut savoir que dans la forêt, il est interdit bien d'allumer du feu, il est interdit de faire partir du pétard, du feu d'artifice, il est interdit de circuler sur les voies qui sont notées TFCI, Défense sur la forêt contre l'incendie. Ce sont des voies qui sont entretenues par le Conseil général via l'ONF et qui sont totalement interdites à la circulation en période estivale. Il est interdit de fumer, il est interdit de faire un barbecue. Donc, pour augmenter cette prévention, il existe le débroussaillement qui est obligatoire dans le département de l'Hérault. Et ce débroussaillement, depuis le PRIF, le périmètre de protection des risques d'incendie de forêt, a été instauré depuis le 30 janvier 2008. Et dans ce PRIF, voilà, vous l'avez ici, vous avez toutes les zones rouges qui sont des zones très grand danger sur lesquelles toute construction est interdite. Vous avez des zones bleues foncées où le risque est bien moindre, mais bon, il y a quand même du risque. Vous avez les zones bleu ciel, bleu clair, bon, qui sont pratiquement dans le village, et puis toutes les zones blanches qui concernent le centre du village. Donc le débroussaillement permet, si vous voulez, au niveau des habitations qui sont à limite de cette zone rouge, c'est-à-dire dans la bande de 200 mètres, de pouvoir assurer la sécurité, non pas des pompiers, non pas de la forêt, mais la sécurité des gens qui habitent dans la maison. Et ce débroussaillement doit être effectué sur le périmètre de 50 mètres autour de la maison, pour sécuriser les personnes qui sont à l'intérieur. Parce que les pompiers vont privilégier la survie des personnes plutôt que d'éteindre le feu dans la forêt. Donc le fait d'être bien débroussaillé autour de sa maison, eh bien, assure une sécurité. Donc j'en profite là pour faire appel un petit peu au bénévolat de CCFF, puisque vous savez que nous en avons besoin. Ce sont des personnes qui sont là, qui œuvrent gratuitement, c'est des bénévolats. Et effectivement, nous avons toujours besoin de renouveler un petit peu. Bon, il y a des personnes qui sont âgées, il y en a qui sont plus jeunes, mais on a besoin de renouveler un petit peu le personnel.
Et ça serait bien que des gens viennent s'ajouter à nous pendant cette période 2014. Grabel est très concerné par les inondations. Et en France, un chiffre quand même que je peux vous donner, il y a 17 millions de personnes qui vivent en zone inondable. Et les inondations donc sont classées en zone en risque majeur. Il y a plusieurs outils pour pallier à ce problème. Il y a le PCS, le plan communal de sauvegarde, qu'on peut télécharger sur le site internet de la mairie. C'est une obligation légale depuis 2005. C'est un outil réalisé à l'échelle communale sous la responsabilité du maire qui permet de planifier les actions des acteurs communaux de la gestion, tels que les agents municipaux, la réserve municipale dont parlait tout à l'heure Jean-Pierre Olivares. Également, c'est pour objectif principal l'information préventive et la protection de la population. Après le PCS, on trouve le PAPI, qui est un programme d'action et de prévention des inondations qui a été lancé en 2002. Il a pour objet de promouvoir une gestion intégrée des risques d'inondation en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens et les activités économiques. Après le PAPI, bien sûr, on peut trouver le PPRI, le plan de prévention du risque d'inondation, qui a été approuvé en 2001. Le plan de prévention du risque d'inondation, c'est un outil qui a été mis en place par l'État et qui vise à préserver les vies humaines et à réduire le coût des dommages qui entraîneraient une inondation. Il s'agit d'une servitude d'utilité publique qui s'impose aux documents d'urbanisme de la commune. Pour réduire la vulnérabilité aux inondations, des applications de mesures sont précisées dans le PRI, dans un règlement. On peut trouver également, comme protection, il y a ce qu'on appelle, il y a les repères de crues. Ce sont des marques destinées à faire vivre la mémoire des inondations. On appelle ça la mémoire de l'eau. Elles se présentent sous différentes formes, des traits de peinture ou d'inscriptions gravées dans la pierre, des carreaux en émail et bien d'autres encore. Il y en a 9 sur Grabel. 9 qui sont sur la Mosson et la Soucarène. Il y a également, il ne suffit pas de faire des bassins de rétention, il faut aussi faire un désembâclement de la Mosson et de ses affluents. Par manque d'entretien des cours d'eau, ces embâcles peuvent provoquer des problèmes d'écoulement et aggraver les inondations lors de fortes crues. Le cible intervient dans le suivi le cible, c'est le syndicat du bassin du Lez, intervient dans le suivi du déroulement de ces travaux et accompagne le maître d'œuvre, la mairie, dans ses réalisations, telles que les suivis de chantier et de réception. Ces travaux consistent à enlever des arbres morts, car ils risquent de tomber dans le lit mineur, enlever les embâcles, tels que les décharges et les épaves. Ces travaux sur Grabel ont été financés par le FEDER, l'Agence de l'eau et la région, à 86%. Le reste à la charge de la commune. La télé-alerte aussi, ça fait partie de la protection des inondations, mais ça, Jean-Pierre Olivares en parlera précisément. Il y a également Predict, qui est une société, vous avez dû en entendre parler, qui a développé un concept unique de service pour la gestion du risque inondation et les autres risques hydrométéorologiques, tels que les cyclones, les tempêtes et les grandes crues. Pour la mairie, il permet d'établir un diagnostic initial des risques et des enjeux sur la commune et permet de disposer en temps réel d'une information anticipée et personnalisée. Grabel est l'une de 24 communes inondables du bassin versant Lez-Mosson. Je vais vous donner quelques chiffres. Sur l'Hérault, il y a 117 communes dans le département qui sont soumises au risque inondation. Il y a 123 400 habitants
qui sont concernés. Il y a 22 290 habitants qui sont dans des zones inondables. Et sur Gravel, il y a 760 personnes qui sont considérées, enfin, qui risquent des enjeux pour les zones inondables. Il y a 760 personnes qui sont impactées. Voilà, 760 personnes. Sur le Rio Massel et le Redonel, il y a une cinquantaine d'habitations qui sont concernées. Sur Gravel, depuis que nous avons été ici, on a réalisé, parce qu'il y a eu une étude de BRL qui a consisté à faire des bassins de rétention et des aménagements. Là, vous voyez l'aménagement sur des inondations, c'est le mur Toli, peut-être que vous connaissez quand on passe sur la passerelle. Là, vous avez une photo de la confluence du Rio Massel et du Redonel, avec une zone d'expansion de crue de 7000 m² qu'on voit sur la droite. Il y a un deuxième chenal qui a été fait loin des habitations pour éviter justement que les habitations derrière soient inondées. Et comme on tient à préserver le côté naturel, il y a eu des arbres qui ont été... parce qu'avant, tout le secteur, il y avait une freinée. C'était des frênes qui allaient pousser, ça pousse comme des chiens d'arbres. Il y en avait beaucoup. On a replanté le long de la Bosson et il y a aussi, pour garder le côté naturel, des arbres qui poussent le long des ruisseaux, des chênes blancs, des arbres champêtres et également des arbustes tels que les corommiers et les sureaux qui sont plantés dans le lit du ruisseau. Sur Gravel, il faut quand même savoir qu'il y a eu 8 arrêtés de catastrophes naturelles depuis 1994 jusqu'en 2005. Il y a également l'aménagement de berges qui a été réalisé sur 200 mètres en aval du Rio Massel. Dommage, il n'y a pas la photo, mais c'est une zone d'expansion de crue supplémentaire. C'est un élargissement, c'est un aménagement de berges sur 200 mètres. Sur tous ces aménagements, la baisse des hauteurs d'eau varie entre 30 et 60 cm sur tous les secteurs. Et c'est un rapport qu'il y a eu de la mission interservice de l'eau, de la MISETA, qui regroupe l'État, le département, certains services de la préfecture et l'agence de l'eau. Donc vous avez vu que Gravel est soumise à des catastrophes naturelles. Donc, nous avons parlé de la prévention dans le cadre du CCFF. Mais moi, je voudrais vous parler aussi de ce que nous avons mis en place depuis septembre 2009, qui est la réserve communale de sécurité civile, qui fait appel aussi au bénévolat, et qui n'est plus dans la prévention, mais qui est dans l'action. C'est-à-dire que dans le cadre du plan communal de sauvegarde, donc toute commune doit être dotée, la réserve communale de sécurité civile va intervenir au moment où il se passe la catastrophe. Alors, ça peut être, comme on l'a vu tout à l'heure, sur un accident de camion, de bus, ça peut être sur une inondation, soit pour donner toutes les mains fortes au personnel de secours, soit pour établir un régime de sécurité autour de l'événement. Enfin voilà, on est là pour venir au moment de l'événement et après l'événement, pour que tout redevienne dans l'ordre, par exemple, nettoyer après une crue, voilà. Donc c'est très important que cette réserve communale de sécurité civile ait été mise en place parce que ça vient en complément du CCFF et du PCS, plan communal de sauvegarde. Donc il y a une catastrophe naturelle, on n'est pas très efficace. Donc nous avons mis en place à partir du premier trimestre 2012 un système de téléalerte qui va avertir dans un laps de temps très court le maximum de personnes. Savoir qu'il y a 2 ans, un jeune autiste s'est perdu sur la commune de Gravel au niveau du chemin de Rupu. Les gendarmes, après avoir fait des recherches par chien et par hélicoptère avec caméra infrarouge, se sont trouvés démunis parce que la nuit allait arriver, c'était au mois de début juillet, fin début juillet. Et donc, quand je me suis présenté à eux en disant qu'on avait un système de téléalerte, ils m'ont dit mettez-le en alerte tout de suite pour pouvoir amener tout le monde sur place et faire un ratissage du secteur.
Dans le quart d'heure qui a suivi l'alerte, il y a eu à peu près 20 ou 25 personnes qui sont présentées sur place, qui ont aidé les gendarmes à faire l'apprentissage. Et c'est une personne de cette réserve qui a trouvé le jeune petit qui était accompli d'interdiction. Et cette personne-là, malgré sa modestie, voilà, il a retrouvé le jeune. Donc ça a été, le ratissage a commencé, disons qu'à peu près demi-heure ou trois quarts d'heure après le ratissage, l'enfant a été retrouvé. Et il était temps parce que la nuit commençait à tomber et les gendarmes allaient arrêter les recherches pour recommencer pour le nuit. Voilà, donc ça, dans le cadre de la réserve, nous sommes 37 bénévoles aujourd'hui, prêts à agir. Donc dans cette réserve communale, il y a il y a des personnes qui sont capables de faire du tronçonnage, il y a des personnes qui sont capables de mener un tractopelle, il y a d'autres qui sont capables de parler espagnol, de parler russe, de parler chinois. Voilà. Il y a des médecins, il y a des auxiliaires de puricultrices, il y a des kinés. Et voilà, il y a tout un panel de personnes qui sont prêtes à intervenir pour tout simplement faire face.